Imaginez un instant, un combat, un peu comme David contre Goliath. D'un côté, on a la puissance, mais alors la puissance écrasante du cinéma mondial. Et de l'autre, une nation, la France, qui se bat bec et ongles pour protéger son identité culturelle. C'est ça l'histoire fascinante du cinéma français. Une histoire de résistance, de gros sous, mais aussi et surtout d'art. Pour bien saisir l'enjeu, rien de tel qu'un coup d'œil aux chiffres. Et là, le graphique est, comment dire, sans appel. En France, plus de la moitié des tickets de cinéma, c'est pour des films américains. Et de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, eh bien les films français, ils représentent moins de 1% du marché. On parle d'un véritable gouffre. Alors, face à un tel déséquilibre, la question est toute simple. Mais comment le cinéma français fait-il pour ne pas être complètement balayé? Comment arrive-t-il non seulement à survivre, mais même à prospérer? Eh bien la réponse, c'est une idée assez audacieuse. Toute la survie du cinéma français, en fait, elle repose sur un seul pilier, une idée politique vraiment puissante et, il faut le dire, très française. C'est ce fameux concept de l'exception culturelle. L'idée est à la fois simple et assez radicale. Elle dit ceci. Un film, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un smartphone. C'est un vecteur de langue, de culture, d'une certaine vision du monde. Et donc on ne peut pas le traiter comme une vulgaire marchandise soumise aux lois brutales du libre-échange. Bon, avoir une belle idée, c'est bien, mais il faut un système pour la faire fonctionner. Alors comment est-ce que cette exception culturelle se transforme concrètement en argent pour financer les films? C'est là qu'on découvre un mécanisme particulièrement ingénieux. L'outil qui est vraiment au cœur du réacteur, ça s'appelle la taxe spéciale additionnelle, la TSA. C'est une petite taxe prélevée sur chaque billet de cinéma vendu en France. Mais le point absolument clé, c'est que tous les films y contribuent, y compris les plus énormes blockbusters américains. Le système est en fait un cercle vertueux. Une petite partie du prix de chaque ticket est collectée par le Centre national du cinéma, le CNC. Et ensuite, cet argent est directement réinjecté pour aider à produire de nouveaux films français. Autrement dit, le succès des plus grands films, même étrangers, vient financer la création nationale. C'est malin. Évidemment, un système de protection comme celui-là, ça ne pouvait que faire des étincelles. Il entre en collision frontale avec la philosophie des grands traités de libre-échange internationaux. On assiste alors à un véritable choc des titans. Et là, on se retrouve au cœur d'une bataille idéologique fondamentale. D'un côté, il y a la France, qui voit le cinéma comme un trésor culturel qu'il faut absolument préserver, et de l'autre, la vision américaine, qu'il considère avant tout comme un produit commercial, un produit qui doit pouvoir circuler sans aucune entrave comme n'importe quel autre bien. Deux mondes. Le premier grand test, la première épreuve du feu, a lieu dans les années 90. C'était pendant les négociations du GATT, l'ancêtre de l'OMC. Les États-Unis ont poussé très fort pour que l'audiovisuel soit inclus dans l'accord, ce qui aurait tout simplement mis fin au système français. Mais après une mobilisation intense, la France a arraché une victoire cruciale. La culture est déclarée hors jeu. La France a donc gagné une bataille, mais la guerre, elle, était loin d'être terminée. En fait, la plus grande menace était encore à venir. Elle portait un nom qui paraissait bien inoffensif. L'accord multilatéral sur l'investissement, ou l'AMI. L'AMI, c'était une menace existentielle, ni plus ni moins. Son objectif, libéraliser absolument tous les investissements, sans la moindre restriction. Appliqué à la culture, ça aurait signifié la mort pure et simple du système français, qui aurait été vu comme une entrave inacceptable à la concurrence. La taxe, les aides, tout aurait été balayé. Face à ce danger, la riposte a été spectaculaire. Toute l'industrie du cinéma français, des producteurs aux acteurs en passant par les réalisateurs, a fait front commun. Il y a eu des pétitions, une mobilisation des médias. Et puis, le plus surprenant, le soutien de géants américains comme Martin Scorsese et Steven Spielberg. Eux-mêmes ont compris que la survie des cinémas nationaux partout dans le monde était essentielle pour la diversité de la création. Il y a un slogan qui a parfaitement résumé l'enjeu de cette lutte acharnée. Pour les opposants à l'accord, l'accepter, c'était passer, je cite, « du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes au droit des investisseurs à disposer des peuples ». Ça pose bien le débat. Il s'agissait vraiment d'une question de souveraineté culturelle. Finalement, cette incroyable mobilisation a payé. Le projet de l'AMI a été abandonné. C'était une immense victoire. Mais il faut savoir que dans ce domaine, la guerre pour la préservation culturelle, elle n'est jamais vraiment terminée. Elle exige une vigilance de tous les instants. On a alors observé une évolution stratégique très intéressante. Pour rassembler plus de monde à sa cause, la France a commencé à moins parler d'exception, qui peut paraître un peu arrogant, pour plutôt promouvoir la diversité culturelle. Le mot change, mais l'idée reste la même.
C'est juste une manière beaucoup plus fédératrice de défendre son modèle. Et c'est ça le point crucial aujourd'hui. Le projet de l'AMI n'est pas mort, il est seulement en sommeil. La menace ressurgit régulièrement, souvent cachée dans les méandres de nouveaux traités commerciaux. La vigilance, que ce soit des pouvoirs publics ou des professionnels du cinéma, est devenue une mission permanente, vitale. Au final, toute cette histoire du cinéma français nous laisse avec une question qui est bien plus large que le cinéma lui-même. Dans notre monde globalisé, quelle place est-ce qu'on laisse à la culture face à une logique purement commerciale? Est-ce qu'il faut réguler les marchés pour la protéger? Et si oui, à quel prix et comment? La question, aujourd'hui encore, reste grande ouverte.